Bonjour toutes et tous, et donc bienvenue au troisième Bench Live. Donc aujourd'hui, je suis avec Anne-Cécile Thoman aussi, qui organise avec moi les Bench Live de Comment. Et aujourd'hui, on est très honoré de recevoir Vincent de Vassière, qui va parler de ses études. Donc Vincent, c'est un grand communicant qui a commencé à Bercy, après a été DIRCOM de l'INS des Eaux. Après, il a intégré, qui était avant PPR, Kim du Caring. Et donc, cette étude est devenue un peu une référence sur le Place de Paris aujourd'hui. Et si vous n'avez pas déjà vu Vincent sur BFM, dans Stratégie, au France 1, France Télévisions, aujourd'hui, il va donner juste un petit clin d'œil, une petite vue de son étude qui fait de manière très, très sérieuse. Et donc, Vincent va expliquer un peu comment il fait son étude. Et je sais que donc juste aussi, moi j'ai vécu ça, donc aussi il y a, je pense, c'est 180 journalistes qui sont interviewés de vive voix, et c'est un énorme travail qui Vincent fait. Donc avec ça, Vincent, je te laisse la place et pour le Bench Live aujourd'hui. Bonjour à tous et merci pour cette introduction très amicale, cher Matt. Je suis très content d'être parmi vous. J'ai beaucoup entendu parler de Comment, notamment par Marie-Aude Dubanché, que je salue aussi amicalement. Je vais vous parler aujourd'hui des grandes tendances des études que j'ai publiées cette année. Je dis des études parce que j'ai publié donc l'étude CAC 40 et également une autre étude sur le benchmark des agences d'influence qui gravitent autour des dirigeants du CAC 40. Donc, un petit regard quand même sur la méthodologie. Donc, effectivement, ce sont des études très qualitatives qui portent sur 6 mois de terrain. Donc, en l'occurrence, cette année, pour les 2 études, j'ai commencé au mois de septembre 2020 pour terminer au mois de mars 2021. J'ai interviewé 180 journalistes pour l'étude CAC 40, 60 journalistes, 30 DIRCOM et les patrons des grandes agences du CAC 40 pour l'étude agence. À chaque fois, c'est évidemment sous couvert d'anonymat et à chaque fois, je rencontre les journalistes, ou je les ai au téléphone, parce que compte tenu du confinement, c'était plus le cas cette année. Je les ai au téléphone pendant 1h30, donc c'est vraiment quelque chose de très, très approfondi. Il y a des critères, donc notamment pour les dirigeants, donc ce n'est pas qu'une étude qui porte sur la communication, mais c'est une étude vraiment globale, avec notamment pour les dirigeants 3 critères d'appréciation. Le premier, c'est l'incarnation interne et externe de leur entreprise. Donc ça, c'est plutôt de la com. Le deuxième, c'est de la stratégie, parce que c'est la vision stratégique qu'ils ont pour leur entreprise et leur capacité à délivrer ou pas en conséquence. Et le troisième critère, alors là, on est en plein dedans, c'est la gestion des crises, c'est-à-dire toutes les occasions de mise sous tension de l'entreprise. Alors, les occasions de mise sous tension de l'entreprise, évidemment, pour toutes ces entreprises-là, c'était le Covid, mais il peut y avoir des crises positives, entre guillemets. C'est-à-dire quand il y a une grosse acquisition ou une fusion, bien sûr, c'est positif, mais bien sûr aussi, ce sont des mises sous tension de l'entreprise, puisque tout le monde est sur le pont pour réaliser toutes ces choses-là. Voilà, donc là, le décor est planté. S'agissant de l'étude CAC 40, et après je glisserai vers l'étude agence, s'agissant de l'étude CAC 40, je retiens 3 grandes tendances s'agissant du comportement des dirigeants. Et ces 3 grandes tendances vont nous permettre d'aborder beaucoup de sujets de fond. Alors, 3 grandes tendances s'agissant des dirigeants en période de crise, puisque c'était l'année 2020, donc l'année du Covid. On dit que c'est en période de tempête qu'on découvre les grands capitaines d'industrie. Ben là, on a été servi parce qu'il n'y a jamais eu autant en une seule année de grandes manœuvres.
les acquisitions de Tiffany pour LVMH, de Bombardier pour Alstom, les opérations d'éviction de dirigeants sous forme souvent de blitzkrieg, c'est affreux à dire, mais enfin, il y a quand même eu 3 morts dans l'année 2020, c'est-à-dire Isabelle Cocher chez Engie, Christophe Cuvillier chez Unibail-Rodamco, Westfield, et Monsieur Emmanuel Faber chez Danone. Ensuite, donc, c'est ce qu'on peut appeler des révoltes actionnariales ou de gouvernement d'entreprise. Et puis, il y a eu évidemment aussi, c'est nouveau, les SPAC. Donc, vous savez, c'est des opérations financières qui sont montées sans activité opérationnelle, mais avec des titres qui sont mis sur le marché dans la perspective d'une fusion ou d'une grosse acquisition. Et il y a eu la SPAC donc, de Zoari, Niel, Pigas, et puis il y a eu la SPAC de Tikeo et Groupe Arnaud, avec l'ancien patron d'Unicredit. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu évidemment, last but not least, l'opération Veolia sur Suez et l'opération, même si elle a échoué, de Couche-Tard sur Carrefour. Donc ça fait beaucoup d'événements en une seule année, et je crois pouvoir dire que ça a été vraiment sans précédent, un peu comme le Covid. Et c'est d'ailleurs un peu paradoxal, parce qu'on aurait pu penser que le Covid frapperait d'immobilisme ces entreprises du CAC 40. Or, il en a été tout autrement. Alors, quelles qualités sont-elles requises pour être un bon capitaine d'industrie en période de tempête? Moi, j'en ai vu 3. Évidemment, ce n'est pas moi qui parle, hein, c'est le fruit d'une synthèse de toutes les interviews que j'ai pu avoir avec les journalistes. Première qualité, être manœuvrant. Deuxième qualité, avoir le sens du produit. Et troisième qualité, jouer groupé et collectif. Alors, première qualité, c'est être manœuvrant. Parce que l'idée, c'est d'être un acteur et non un pion de la consolidation. Donc, c'est évidemment prime à M. Bernard Arnault qui bouge sur Tiffany, à M. Henri Poupart-Lafarge qui bouge sur Bombardier pour effacer la fusion échouée de Siemens, et puis évidemment aussi prime à Antoine Frérot qui bouge sur Suez, avec les portes grandes ouvertes d'Engie pour récupérer Suez. Donc, ça c'est le premier point, être manœuvrant. Et ça suppose des qualités assez particulières de mobilité et d'agilité. Et j'aime bien cette expression, ça suppose aussi de manier tour à tour le télescope et le microscope. C'est-à-dire, le télescope, c'est voir loin, porter l'ambition au plus haut, hein, comme dirait Serge Wimbert, mon ancien patron de PPR, devenu Kering. Et puis, c'est aussi savoir manier le microscope, c'est-à-dire avoir le sens du détail, parce que, malheureusement, le diable se cache souvent dans le détail. Donc ça, c'est un premier point, être manœuvrant. Deuxième point, avoir le sens du produit. Alors, là, j'ai des opinions assez tranchées parce que les journalistes sont devenus extrêmement clairs et catégoriques. C'en est fini du temps où un directeur de cabinet, à Bercy par exemple, devenait le patron d'une grande entreprise du CAC 40. C'est-à-dire ces parachutages que je qualifierais de secs, c'est-à-dire aucune connaissance de l'entreprise, aucune connaissance du secteur d'appartenance de l'entreprise. Comme ça, on peut devenir PDG, c'est fini. Maintenant, quelle que soit l'appellation, il nous faut des geeks, des techos, des épiciers pour le monde de la distribution ou des cargailles. Évidemment, le symbole par excellence de ça, c'est le premier de l'étude 2021, Monsieur Carlos Tavares, devenu patron de Stellantis après avoir, excusez du peu, redressé PSA et fusionné et redressé, donc fusionné avec Opel et redressé Opel. On ne présente plus Carlos Tavares, c'est un fou de bagnole, à un point tel que, y compris le week-end, il est sur les circuits.
puisqu'il est fou de bagnole et pilote automobile. Et c'est vraiment le symbole par excellence du patron qui a le sens du produit. Et si, dans les cas de figure où le patron en question du CAC 40 n'a pas en vitrine ce sens du produit, il va le chercher dans la réserve. Et là, on a deux exemples tout à fait intéressants. C'est celui de Stéphane Richard chez Orange, qui, voyant que l'innovation d'Orange n'est pas tout à fait au rendez-vous, va chercher un patron pays, en l'occurrence le patron de la Belgique, et Michael Trabia, du soin de devenir le patron de l'innovation de Orange. Autre exemple, chez Carrefour, Alexandre Bompard n'est pas un épicier, c'est un formidable deal maker, hein, on l'a vu avec Fnac Darty, ce n'est pas un épicier, mais il prend conscience du fait qu'il faut sauver les hypermarchés en France, et donc il va chercher le meilleur d'entre les patrons pays, en l'occurrence Rami Bétier, qui, après avoir été à Taïwan, en Argentine et en Espagne, débarque en France pour s'occuper des hypermarchés. Donc on voit bien que cette caractéristique, elle est essentielle, elle est tellement essentielle que dans le renouvellement des dirigeants qui s'est produit de façon sans précédent aussi, durant l'année 2020 jusqu'au 1er juillet 2021, puisque j'intègre les AG, donc renouvellement sans précédent, il faut voir, il y aura eu 13 patrons du CAC 40, soit quasiment un tiers, hein, ça fait 32,5%. J'intègre Antoine de Saint-Affrique, nommé hier patron de Danone. Bon, je triche un peu, il ne le sera que le 15 septembre, mais bon, on va dire à l'été 2021, 13 sur 40, eh bien ces 13-là, ils viennent tous de l'entreprise. En tout cas, à 90% ou un peu plus. Et puis, quand on ne l'avait pas en stock, si je puis dire, en France, on est allé chercher à l'étranger, mais à l'étranger, on est allé chercher des spécialistes de la spécialité. Donc, il n'y a pas de parachutage sec, puisqu'ils connaissent par cœur le secteur de l'entreprise en question. Là, je cite notamment deux personnes qui sont également des fous de produits, des fous de marketing de leur secteur en question. C'est Luca de Meo chez Renault, as du marketing. Il a fait toutes les entreprises européennes, Volkswagen, Fiat, Seat, Renault et j'en passe et d'autres, Alfa Romeo. Et puis le deuxième, c'est Paul Hudson chez Sanofi, qui lui vient de Roche et de GSK, si je me souviens bien, ou d'AstraZeneca, peu importe. Mais en tout cas, c'est un spécialiste de la pharma. Donc, fermez le banc, désormais, on peut dire, à coup sûr, et ce n'est pas la nomination d'Antoine de Saint-Affrique qui me fera penser le contraire, on a désormais à coup sûr des spécialistes de la spécialité dans chacune des entreprises du CAC 40. A contrario, si vous perdez le sens du produit, si vous perdez le volant stratégique, tout simplement parce que, à coup de mauvaise gouvernance, eh ben c'est là que les problèmes commencent. Et là, je voudrais citer Renault du temps de Carlos Ghosn et surtout Engie du temps d'Isabelle Kocher et Danone du temps d'Emmanuel Faber. Qu'on le veuille ou non, à tort ou à raison, ces deux personnes-là pour l'année 2020, c'est-à-dire Isabelle Kocher et Emmanuel Faber, avaient, d'une manière ou d'une autre, perdu le sens du produit, en tout cas, dans leurs entreprises respectives, il y avait tellement de problèmes de gouvernance, de mauvaise gouvernance, de travaux en mauvaise intelligence avec le conseil d'administration notamment, qu'on ne parlait plus de produits, on ne parlait plus de stratégie, et qu'on était loin du temps de Danone, père, et non pas fils,
c'est-à-dire Antoine Riboud, qui, lors d'une magnifique émission de l'heure de vérité d'Antenne 2 en octobre 1989, a brandi le fameux carambar en disant le meilleur du grignotage, en disant à tous les Français, le meilleur du grignotage, c'est le carambar. Voilà. A contrario, Emmanuel Faber, il a plus été à la tribune de l'ONU, il a plus parlé d'entreprises à mission et un peu moins peut-être de ses produits, de ses divisions. En tout cas, le fait est que ces deux personnes, n'arrivant pas à travailler en bonne intelligence avec leurs conseils d'administration respectifs, ne sont plus à la tête de leurs entreprises. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, c'était le deuxième. Troisième élément, tout aussi important que les deux premiers, c'est de jouer collectif et groupé. Qu'est-ce que ça veut dire jouer collectif et groupé? Ça veut dire ne plus faire comme dans toutes les mémoires des années 60, 70, 80, c'est-à-dire faire le Jack Welch ou le Carlos Ghosn. Ça veut dire le patron jupitérien, pyramidal, autoritaire, voire autocrate, qui ne travaille absolument pas en équipe. Donc ça, là aussi, on peut penser que c'est terminé. Qu'est-ce que ça veut dire jouer groupé et collectif? Alors ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire d'abord avoir un COMEX fort, c'est-à-dire recruter les meilleurs et pourquoi pas des plus intelligents ou des plus capés que soi, ne serait-ce que pour préparer sa propre succession. Deuxième point, ça veut dire avoir une gouvernance duale. Très important, petit arrêt sur image. Qu'est-ce que c'est qu'une gouvernance duale? C'est non seulement une gouvernance DG, conseil d'administration, mais c'est aussi une gouvernance directoire, conseil de surveillance, et c'est enfin une gouvernance gérance et conseil de surveillance en cas de commandite. Quand on regarde le CAC 40 actuellement, on a 26 entreprises sur 40 qui sont en gouvernance duale. Ça veut dire qu'il n'y a que 14 gouvernances à PDG. Je dirais il n'y a plus que 14 gouvernances à PDG. Pourquoi je dis plus que? Parce que c'est une tendance extrêmement lourde et forte. En 2013, on avait au sein du CAC 40 35% de gouvernance duale. Au 1er juillet 2021, en post-âgé du printemps, nous aurons 65% de gouvernance duale. Et j'aurais même tendance à dire que nous avons en fait, cher Matt, 98% de gouvernance duale, sauf Thales, ton ancienne maison. Pourquoi? Parce que dans les gouvernances à PDG, c'est-à-dire les fameux 14, vous avez, compte tenu de la force des choses, c'est-à-dire la poussée des fonds activistes, c'est-à-dire les bons comportements de gouvernance d'entreprise, vous avez une notion qui s'est introduite sur le marché de la gouvernance, c'est la notion d'administrateur référent. Or, sur les 14 gouvernances à PDG, vous avez, sauf chez Thales, 13 administrateurs référents. Qu'est-ce que ça veut dire un administrateur référent? J'aurais envie de dire, pour caricaturer, c'est un peu un conseil d'administration au petit pied. Un PDG, un président de conseil d'administration au pied élargi, on va dire. Parce qu'il peut dicter l'ordre du jour du conseil, il peut réunir le conseil d'administration en cas d'urgence et il peut réunir le conseil d'administration en cas d'urgence sans le CEO. Donc, c'est quand même un pouvoir non négligeable. Et j'en veux pour preuve, juste un exemple, que chez Pernod Ricard, il y a 2-3 ans, il y a le fonds Elliott qui s'est invité au capital et il a demandé notamment à ce que la gouvernance de l'entreprise soit considérablement et sensiblement améliorée. Et ça veut dire notamment, en riposte, que M. Alexandre Ricard est allé chercher Madame Patricia Barbizet en tant qu'administratrice référente de Pernod Ricard, d'autant qu'elle était déjà administratrice référente de Total. Voilà, petit arrêt sur image pour vous dire que c'est une
Deuxième manière de travailler groupé, c'est de travailler en bonne intelligence avec soit un président du conseil d'administration, soit un président du conseil de surveillance. Et quand ça marche très bien. Très, très bien. Un seul exemple comme ça, BNP Paribas, vous avez monsieur Jean-Laurent Bonnafé et vous avez monsieur Jean Lemierre. Mais il y a des tas d'autres exemples où ça marche extrêmement bien. Troisième cas de figure du jouet collectif, c'est évidemment le fait, je viens de le mentionner, de savoir travailler en bonne intelligence avec son conseil d'administration. Toutes celles et ceux, quelles que soient leurs qualités intrinsèques, qui n'ont pas su travailler en bonne intelligence avec leur conseil d'administration ont été démis de leurs fonctions depuis 10 ans. J'appelle Chris Wibarer chez Sanofi, et pourtant, il avait fait l'acquisition très réussie de Genzyme, mais il ne s'est pas entendu avec le conseil d'administration présidé par Serge Wimbert. Exit Chris Wibarer, exit Isabelle Cocher versus Jean-Pierre Clamadieu, et exit Emmanuel Faber versus je ne sais plus qui, puisqu'il a été changé, c'est désormais Gilles Schnepp, mais en tout cas, le fait même que Franck Ribou ait soutenu l'un des 3 fonds activistes en disait long sur les problèmes de gouvernance de Emmanuel Faber. Donc, je ferme la parenthèse, et quatrième élément, on vient de le mentionner aussi, c'est savoir, le cas échéant, composer avec un fonds activiste. Il y aura, si on y prête garde, si on ne fait pas attention à la gouvernance au plus haut niveau, donc dans les boîtes du CAC 40, toujours plus d'activistes. Donc les activistes, c'est très clair, ils font des recommandations. C'est un peu comme le médecin, hein. Vous êtes malade de votre gouvernance, vous êtes malade de votre entreprise, le fonds activiste prend des parts, des pourcentages de votre capital, ils vous disent ce qu'il faut faire pour guérir. Soit vous prenez les médicaments, soit vous ne les prenez pas. Vous ne les prenez pas, je ne donne pas cher de votre peau. Si vous les prenez, ils se retirent. Donc c'est simple, on peut opposer la façon dont Alexandre Ricard a géré son fonds activiste Elliott chez Pernod Ricard, on n'entend plus parler, il a suivi toutes les recommandations, il a changé, il a modifié son conseil d'administration, il a changé son mode de gouvernance en faisant appel à une administratrice référente, et que sais-je encore. En revanche, Emmanuel Faber a dénoncé l'activisme inacceptable des 3 fonds activistes qui s'opposaient à Danone. Il a été démis de ses fonctions. Voilà. Parce qu'il aurait accepté de composer, je pense que les trois fonds activistes ne seraient plus chez Danone. Donc ça, j'ai planté le décor des dirigeants. Il se trouve qu'il y a une particularité très franco-française, on peut le dire. Et là, je parle devant l'ancienne patronne de TBWA, actuelle patronne d'Edelman. Il y a une caractéristique très franco-française. Vous savez, la France de Bercy, la France de Normal Sup et de Sciences Po, la France de l'establishment, quoi. Bon, on aime bien l'entre-soi. Et donc, il y a eu cette particularité très franco-française qui a démarré en 1986 avec la création de DGM Conseil. Ce sont des agences qui ont pour spécialité le conseil stratégique et l'influence des dirigeants. Donc, c'est très particulier. Au départ, il y avait donc Image 7 avec Michel Calzaroni et Olivier Labesse. Puis, il y a eu Anne Méo avec... j'ai dit DGM au lieu d'Image 7. Image 7 au lieu de DGM. Ensuite, il y a eu donc Anne Méo avec Image 7. Et puis, évidemment, en parallèle, les 2 grands groupes de publicité, les 2 grands groupes mondiaux de publicité français, à savoir par ordre alphabétique, Havas et Publicis Consultant. Donc, c'est un marché qui est encore un marché très oligopolistique, c'est-à-dire un marché qui est une chasse gardée, puisque quand on regarde le CAC 40, il y a
ces 4 entreprises, ces 4 agences totalisent conjointement ou séparément 34 entreprises sur 40 en conseil permanent et global, ce qui fait 85%. Donc, c'est assez concentré, on va dire ça. Et à eux seuls, Anne Méo, Michel Calzaroni et Stéphane Fuchs concentrent 27 entreprises sur 40, c'est-à-dire 67,5% du marché. Donc, c'est extrêmement concentré. Maintenant, si j'ai fait cette étude sur les agences, c'est pour voir un peu la photographie de l'existant et puis voir quels pourraient être les facteurs de relève. Donc, la photographie de l'existant, on l'a. Il n'y a jamais eu autant de grandes manœuvres au sein de l'année 2020. Il n'y a jamais eu autant d'agences dans ces grandes manœuvres-là. Toutes celles que je viens de citer ont participé à ces grandes manœuvres-là, parfois séparément, parfois conjointement. Et je pense que le fait le plus illustratif de cette présence des agences, c'est sans doute ce qui s'est passé sur l'opération Veolia-Suez, avec chez Suez rien que 8 agences pour défendre les intérêts de Suez face à Veolia. Troisième caractéristique de cette année, il n'y a jamais eu autant d'emprise de ces agences au sein du pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au sein du pouvoir ? Ça veut dire que pour la première fois sous la Ve République, vous avez le président de l'une des 4 agences qui est devenu le DIRCOM du chef de l'État, donc en l'occurrence Clément Léonarduzzi, l'ex-président de Publicis Consultant. Ça ne s'était jamais produit. Ce qui s'était déjà produit, c'était une agence qui était la DIRCOM du Premier ministre. Donc ça s'était produit sous Manuel Valls avec Marie Murau de Havas. Là, c'est Mayada Boulos, senior partner de Havas. Et puis, autre caractéristique, la troisième, c'est le fait que les cabinets ministériels eux-mêmes sont peuplés de conseillers en com, image et digital qui sont bien souvent issus des agences dont nous parlons. Et notamment de chez Havas, puisque chez Havas, la spécialité, c'est ce phénomène d'aller-retour entre l'agence et les cabinets ministériels, entre l'agence et les entreprises. Hein, on dit Havas un jour, Havas pour toujours. Donc, c'est ce phénomène d'essaimage. Et là, les chiffres sont quand même assez particuliers. Donc, j'ai pris tous les conseillers en com, images, presse et digital des membres du gouvernement Castex. J'ai ajouté les communicants de l'Élysée et de Matignon. Ça fait au total 67 communicants. Vous avez un quart de ces communicants-là qui sont issus de chez Havas. Et quand je compare des choses comparables et que je prends les ex-communicants d'Havas avec les ex-communicants d'autres agences, le pourcentage est encore plus fort, parce que ça fait 16 sur 41, ça fait 39%. Dans les autres agences, donc vous avez Havas qui est prédominant, et après, tout de suite après, vous avez 3 agences, Burson Marsteller, Publicis Consultant et TBWA, un peu plus loin derrière, toujours dans le gouvernement actuel, Brunswick, Equancy, Image 7, APCO, Eva et Solis, pour 2 d'entre ces communicants à chaque fois. Donc, on voit bien qu'en photographie, donc il n'y a jamais eu autant de grandes manœuvres, il n'y a jamais eu autant d'agences dans toutes ces grandes manœuvres, et c'est toujours les mêmes, les 4 dont on a parlé, quasiment, et il n'y a jamais eu autant d'emprise de ces agences-là sur le pouvoir en place. Maintenant, quels pourraient être les facteurs de la relève ? J'en vois au moins 4. Il y a d'abord le fait, on l'a déjà mentionné dans le CAC 40, c'est
le renouvellement sans précédent des dirigeants du CAC 40. Bon, on l'a vu, il y en a au total 13 sur 40. Donc, on peut penser que certains d'entre eux pourront trouver avantage à soit prendre une autre agence, soit carrément se séparer de l'agence actuelle pour en prendre une autre. On pourrait le penser. J'ajoute que, deuxième facteur de renouvellement, il y a une offre sur le marché qui est le produit des grandes tendances de fond. C'est-à-dire que il y a la data, il y a la digitalisation, il y a la raison d'être, il y a tout ce qui a trait à la gouvernance, corporate governance, mais il y a aussi surtout par exemple en période de Covid, tous les problèmes de communication judiciaire, tous les problèmes de dépôt de bilan, de liquidation d'entreprise, tous les problèmes sociaux, etc. Donc on voit bien qu'il y a une demande qui peut se renouveler, mais il y a aussi une offre, un bouquet d'offres qui est souvent le produit de nouvelles agences, qui est souvent le produit d'agences que je qualifierais d'agences de niche. Et là, on peut en mentionner certaines. Lucie de Sacha Mandel, la communication judiciaire Vaesolis Communication, d'Arnaud Dupuis-Castérès et de Philippe Manière, la communication de situation spéciale, dépôt de bilan, procédure de sauvegarde, fermeture de site, Corpcom de Guillaume Foucault, le conseil en gouvernance, The Arcane de Marion Doriotor, la défense de la réputation de célébrité, Majorel, Anomel, éclairage sur les nouvelles tendances, Anou Jouol, Ismaël Emélien, la raison d'être, Women de Clément Rennes, et évidemment, last but not least, Anne-Cécile Thoman chez Edelman. Donc, on voit bien que là aussi, ça peut bouger parce que les entreprises, compte tenu de ces nouvelles tendances fortes, je dirais, qui proviennent de l'ère du temps, eh bien, ces entreprises-là peuvent éprouver le besoin de s'adjoindre des compétences qui viendront en complémentarité de celles qu'elles ont déjà. Et c'est cette tentative ou cette tentation de faire le pas de côté, de faire un bout de chemin avec certaines agences beaucoup plus spécialisées, peut-être beaucoup plus modernes que toutes celles que nous avons pu citer jusqu'à présent. Le troisième facteur de renouvellement, c'est le fait que le niveau des DIRCOM s'est élevé et les DIRCOM se sont rajeunis. Je prends quelques-uns d'entre eux, inférieurs ou égal à 45 ans, Ulrike de Cohen chez AXA, Élise Herman chez ADP, Julie Kitscher chez Airbus. Ce sont des profils différents, souvent qui ne viennent pas forcément de la com. Là, je parle pour Ulrike de Cohen ou Julie Kitscher. Mais il y a aussi Benjamin Perret chez EDF, Frédéric Texier chez Renault, Bruno Tourne chez Alstom ou Jean-Charles Tréant chez LVMH, qui ont souvent entre 40 et 45 ans. Voilà. Donc, ces DIRCOM, en plus, ont transité le plus souvent par des agences. Donc là, je vois, j'ai fait un petit calcul au 20 avril 2021. Vous avez les 27,5% des DIRCOM du CAC 40 qui ont été formés en agence, essentiellement Havas, Image7 et Publicis Consultant. Donc, on peut penser que vis-à-vis de cette nouvelle génération, ces nouveaux, compte tenu de cette nouvelle génération, ces nouveaux DIRCOM, il ne va pas falloir il va pas falloir leur raconter des carabistouilles. Ils savent compter et on ne va pas leur en compter. Voilà. Quatrième point de changement, c'est le fait que les dirigeants de ces agences-là se sont aussi rajeunis. Il y a eu effectivement Clément Léonard-Duzy chez Publicis Consultant, donc qui avait moins de 45 ans, mais
il y a Julien Volpret chez Tadeo, il y a Anton Molina et Yves-Paul Robert qui sont le fruit d'un spin-off avec Havas, qui ont fondé Plead et qui eux aussi vont vouloir, ils sont morts de faim, hein, tous ces gens que je viens de citer, ils ont envie de croquer un peu du CAC 40. Sans compter le fait qu'il y a des transfuges d'agences. Là aussi, Anne-Cécile Thoman, qui vient de chez TBWA, qui reprend les choses en main chez Edelman. Mais je peux citer aussi Olivier G, qui a quitté Brunswick, qui vient de mettre en service Teneo en France. Hein. Teneo, c'est un énorme réseau mondial qui n'avait pas d'implantation en France. C'est chose faite avec Olivier G. Bon, il a déjà un des nouveaux dirigeants sur les 13 sur 40 que je vous ai mentionnés, en l'occurrence Catherine McGregor chez Engie, et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Maintenant, est-ce que ça va bouger sensiblement? Je ne le pense pas, parce qu'il y a une force d'inertie du marché, les réflexes ont la vie longue, il y a une force de résistance de ces patrons, à qui aussi il ne faut pas en compter. Hein, c'est pas n'importe qui, on a quand même affaire à Anne Méo, Michel Calzaroni, Olivier Labesse, Stéphane Fuchs, maintenant Alexandra Laferrière chez Publicis Consultants. Donc ce sont des très grands professionnels, donc ils ne vont pas laisser le marché filer comme ça. Il y aura peut-être 2-3 échappées, mais on peut penser que ça va rester quand même assez longtemps figé comme cela. Voilà, je pense que j'ai assez parlé, j'ai beaucoup trop parlé. Maintenant, je vais répondre à toutes vos questions, si vous en avez. Merci Vincent. Donc moi, je te commence avec une petite question. Est-ce que tu peux te donner aussi, vous êtes dans le comment, un peu juste une vision globale de ton étude? C'est combien de pages, quels sont les chapitres et combien de temps tu mets pour l'écrire? Et après, quand tu l'as fait, tu fais quoi avec? Ouais. Alors, l'étude CAC 40, donc c'est 6 mois de terrain, donc toujours de septembre à mars de l'année suivante. C'est plus de 270 heures d'interview, donc je ne vous raconte pas les retranscriptions. Donc c'est un travail de fourmier de bénédictin, ça c'est clair. Maintenant, je pense que c'est extrêmement utile parce que c'est un benchmark. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand j'étais DIRCOM, on a eu beaucoup de conversations là-dessus, cher Matt. On est souvent en urgence, le nez sur le guidon, on n'a pas trop de comparatifs, souvent même pas du tout, et on n'a pas trop le temps de réfléchir, on n'a pas d'outils. Et moi, mon rêve, c'était de fabriquer un peu cet outil. J'espère que j'y ai contribué. Quant à l'étude agence, donc c'est la première fois que je la fais, parce que j'ai eu un peu de temps grâce au Covid, ne faisant plus par définition les interviews en face à face, ça se faisait par téléphone. Donc j'ai gagné 3 heures par jour, donc j'ai fait cette étude agence. Donc l'étude agence, ce que je voulais faire, c'est essayer d'expliquer les rouages et engrenages, si je puis dire, de cet oligopole, donc ces 4 grandes agences qui occupent le marché du CAC 40. Et je voulais surtout, et j'ai eu recours à un graphiste pour les faire, j'ai fabriqué des galaxies. Alors, ce sont les galaxies qui ont été reproduites dans Stratégie d'il y a 15 jours. Donc, c'est les galaxies, si vous savez, avec un cœur de réacteur, des satellites, des exosatellites, et avec à chaque fois l'ADN de chacune de ces entreprises. L'essaimage pour Havas, les grands groupes familiaux pour Image 7, elle en a quand même 16 en France. Elle les a quasiment tous. Elle en a 3 en Europe, excusez du peu, Lakshmi Mittal, Del Vecchio pour EssilorLuxottica et les Agnelli. Quoi d'autre? Pour DGM, c'est plutôt des spécialistes de communication de crise et d'OPA. Hein, ils s'emmerdent en temps de paix. Et pour Publicis Consultant, c'est la remontada, hein, parce que le travail fait par Clément Léonarduzzi est assez exceptionnel. C'est vrai que Publicis était au fond du trou. En 2017, ils étaient à 76 milliards équivalent client capitalisation boursière CAC 40.
En 2021, j'ai fait les comptes au 27 avril, ils étaient à 760. C'est-à-dire qu'ils ont décuplé leur position au sein du CAC 40. Donc, évidemment, il y a un effet rattrapage, mais je pense qu'il y a plus qu'un effet rattrapage. Il y a un effet alignement des planètes pour Clément Léonard-Duzy, le fait qu'il soit jeune, il ait du talent et il soit proche de Macron. Je pense que tout ça a fait qu'il a su capter, c'est très intéressant et c'est reproduit dans la galaxie Publicis Consultant, il a su capter tous les patrons du premier renouvellement du CAC 40, c'est-à-dire les Bompard, Kane, Demeo, Faury pour Airbus et Camus qui n'est pas au CAC 40 pour Suez, mais qui en est pas loin. Bon, bref, et donc on peut penser qu'avec un talent comparable et un alignement des planètes, il puisse y avoir une autre personne, je ne sais pas laquelle, qui puisse comme ça épouser, si je puis dire, les tendances, les desiderata de patrons de la deuxième génération de renouvellement, c'est-à-dire les fameux 13/40. Qui va s'occuper d'Antoine de Saint-Affrique? Qui va s'occuper de Monsieur Benoît Bazin chez Saint-Gobain? Qui va s'occuper de Nicolas Hieronymus chez L'Oréal? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Olivier Roussat chez Bouygues, j'en passe et d'autres. Donc, il y aura forcément un peu d'oxygène, sans doute. Ok, très bien. Donc, je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser vos questions sur le chat et on a reçu 2 questions. Donc, on va passer par les questions. Donc, première question de Sébastien Nicolas. Plier aux directives des fonds d'activistes ne remettrait pas en cause les prérogatives d'un PDG? J'ai pas compris, pardon. Donc, sur le chat, c'est plier aux directives des fonds activistes. Est-ce qu'ils mettent en cause les prérogatives d'un PDG? Le fait de répondre aux recommandations? Des fonds d'activistes, oui. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de répondre à toutes les recommandations des fonds activistes, parce que parfois, elles peuvent être déraisonnables, mais la plupart du temps, il y a des recommandations qui sont légitimes en termes de gouvernance d'entreprise. Donc déjà, il faut commencer par ça. Après, c'est vrai qu'il faut aussi s'occuper de son cours de bourse. Le marketing boursier dans les roadshows, c'est pas inutile. Je dis ça parce que il y a des patrons qui préfèrent aller à la tribune de l'ONU plutôt que de faire des roadshows. Donc c'est moins prestigieux, c'est aussi moins utile pour l'entreprise. Le but avant tout, c'est de défendre l'entreprise, ses salariés et ses actionnaires. C'est comme ça le but. On n'est pas CEO pour respirer l'air du temps et fabriquer des entreprises à mission. C'est très important. Mais il ne faut surtout pas que l'entreprise à mission soit exclusive du reste. Il faut faire les deux. D'ailleurs, Antoine Riboud l'avait très bien dit. On marche sur 2 jambes, l'économique et le social. Mais il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Le social sans l'économique. Ou la RSE sans l'économique. Ou la RSE sans le financier. Parce que là, on va dans le mur. Puis on va dans le mur pour tout le monde. C'est-à-dire que ça crée des chômeurs. C'est pas le fait que les actionnaires vont pas s'y retrouver. C'est le fait que c'est surtout les salariés de l'entreprise qui n'auront plus de fierté d'appartenance, comme c'est tout de même un petit peu le cas chez Danone, un petit peu le cas chez Engie. Donc il faut la retrouver, cette fierté d'appartenance. Et pour retrouver cette fierté d'appartenance, il faut que tous les compteurs soient au vert. Et tous les compteurs, il faut que ce soit les compteurs financiers et les compteurs RSE. Et aussi, ce sujet-là, on avait une question de Myriam aussi, c'est activisme et performance sont incompatibles. Comment trouver l'équilibre entre les deux? Mais la meilleure manière de ne pas subir les foudres d'un fonds activiste, c'est d'être son propre activiste dans sa propre entreprise. Donc, il faut être le plus activiste possible pour sa propre entreprise. Et ça revient à tout ce que je vous ai dit. Être manœuvrant, ça, je peux vous assurer qu'en étant manœuvrant, vous faites monter le cours de bourse. 2, avoir le sens du produit et surtout ne pas le perdre. 3, jouer groupé. Si vous faites tout ça, vous n'aurez jamais de fonds activistes.
Je puis vous le garantir. Parce que votre cours de bourse, il va exploser. Sauf à ce que vous fassiez une très mauvaise acquisition au très mauvais moment. Ça, c'est toujours possible. Ce qui a été un petit peu le cas d'ailleurs de Christophe Cuvillier. En temps de paix, personne n'a moufté sur son acquisition de Westfield. Et puis évidemment, en temps de Covid, comme tous les centres commerciaux étaient fermés, Westfield compris, évidemment, le prédécesseur de son prédécesseur s'est rappelé à son bon souvenir. Monsieur Bressler en l'occurrence. Ok, je vois qu'on n'a pas d'autres questions, mais après aussi, je vais continuer avec quelques questions aussi. Quand tu fais ton étude aussi, je pense que c'est intéressant d'expliquer aux adhérents de Comet. Souvent, tu vas dans les entreprises et tu le fais un debriefing très détaillé. Tu peux expliquer comment tu fais ce travail? Alors, moi, c'est très simple. Je fais ce que j'appellerais une pré-souscription. C'est-à-dire, par exemple, pour les entreprises du CAC 40, je dis à tous, par mail ou de vive voix, je leur dis, voilà, pour l'année prochaine, je vais publier l'étude CAC 40. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, non. Si ça vous intéresse, pour que l'étude soit toujours plus pertinente pour vous, je vous propose, qu'on revoie la liste des journalistes en conséquence pour qu'il n'y ait pas de trou dans votre raquette et donc dans la mienne. Et 2, que vous me donniez vos propres questions spécifiques à votre entreprise, de sorte que je puisse poser toutes les questions, y compris les vôtres, à tous les journalistes que je rencontre, de sorte que vous puissiez faire dans ma propre étude, votre propre étude qualitative. Voilà. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs du temps de Thalès avec toi, Matt. On a une question aussi très intéressante de Suzik Mornay. Donc, tu as parlé de la présence des grands cabinets de communication, agences de communication. Est-ce que aussi, il pose des questions sur les grands cabinets de conseil, BCG, Roland Berger, etc. Comment ça s'articule avec les grandes agences Havas, Publicis, etc. Alors, je crois que ça s'articule pas trop parce que en fait, c'est pas du tout la même direction. Donc, c'est pas l'apanage de la direction de la communication, c'est plutôt l'apanage de la direction de la stratégie et de l'innovation. C'est l'apanage du président aussi, du PDG ou du CEO. Donc, c'est pas du tout les mêmes budgets. J'ai pas connaissance d'un DIRCOM qui passe un contrat avec le BCG ou avec les Big Five, là. Je crois pas. Donc, c'est vraiment de l'ordre de la stratégie, ça. Okay. Donc, c'est plutôt la direction financière, la direction de la stratégie, et ça se télescope absolument pas, parce que ces Big Five, c'est soit pour faire de la réorganisation, soit pour faire de la stratégie, soit, voilà, alors que nos agences conseil et d'influence, c'est plus souvent pour s'occuper de l'influence du patron, sa présence dans les journaux, sa présence auprès des pouvoirs publics. Donc, c'est vraiment de l'influence et du conseil stratégique. Donc, je dirais que c'est tout aussi différent que les cabinets d'avocats et les banquiers d'affaires. Ok, très bien. Une question aussi de Alexandre Fort. Quel est l'impact de la digitalisation et les nouvelles technologies sur l'organisation des directions de communication et des budgets des grandes entreprises? Alors, je pense qu'il est énorme et qu'il va l'être de plus en plus. Là, on pointe en plus peut-être les failles de certains cabinets. On ne va pas les citer parce que ça serait désobligeant. Donc là, il y a quand même de sacrés trous dans la raquette. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'agences de niche qui se sont engouffrées dans la brèche. Et je pense que si vous voulez réussir à proposer une offre complète et un conseil permanent à un CEO d'aujourd'hui, si vous n'avez pas cette capacité digitale de façon extrêmement globale, pas juste un des aspects d'eux, vous n'irez pas très loin. Parce que, encore une fois, non seulement les dirigeants se sont rajeunis et se sont profondément renouvelés, mais en plus, leurs DIRCOM se sont profondément renouvelés et rajeunis. Donc,
je vois mal comment une offre de communication ne peut plus être digitale. C'est impossible. Et je dirais même que désormais, il faut marcher sur deux jambes là. C'est la digitalisation et la data. La data. Très important, la data. Bah, c'est ce qu'ont bien compris d'ailleurs les très grandes agences. Hein. Ce n'est pas un hasard si Publicis a racheté Epsilon et Sapient. C'est de la digitalisation et de la data. On voit bien que désormais, il faut une offre très globale de communication. Et je dirais même, ça me donne l'occasion de dire, parce que je le pense très fortement, c'est que le métier de communicant devient de plus en plus technique. Je dirais même, il devient de plus en plus technologique. Avant, il suffisait de sortir d'un cabinet ministériel. Maintenant, non. Il vaut mieux sortir d'une bonne agence digitale ou d'un bon grand compte genre Google ou Uber pour être DIRCOM d'une boîte du CAC 40. Je le pense sincèrement. Très bien. On a aussi un commentaire, merci Vincent pour tes réponses. Et puis on voit aussi un commentaire de Anne Lamfry qui dit aussi peut-être que les grands cabinets de conseil stratégie se positionnent sur le raison d'être. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu vois un peu aujourd'hui ou si c'est quelque chose qui est aussi positionné des grandes agences Havas, etc. Oui, bah, c'est si vrai que j'ai demandé à chacune des agences que j'ai observées leur propre raison d'être. Donc, non, trêve de plaisanterie. Je pense que là aussi, c'est une des composantes essentielles. C'est-à-dire que c'est un passage obligé, là, désormais. Il y a eu la loi Pacte. Donc, comme il y a la loi Pacte, il y a une obligation de travailler sa raison d'être. Pas de la travailler de façon cosmétique, de la travailler en profondeur. Il y a des cabinets, d'ailleurs, spécialisés. Hein, je l'ai cité, Wimin, mais il y en a plein d'autres. Désormais, Anne-Cécile Thoman de chez Edelman, elle ne va pas pouvoir se présenter au marché sans avoir une offre raison d'être. C'est impossible. Si vous voulez capter l'attention d'une grosse entreprise du CAC 40, il est désormais impossible de ne pas savoir ce que c'est que la corporate governance, de ne pas savoir ce que c'est que la raison d'être, de ne pas savoir ce que c'est que la data, de ne pas savoir ce que c'est que la digitalisation, et j'en passe et plein d'autres. Donc, c'est devenu des mots clés et donc des offres clés de toute agence qui se respecte. C'est devenu essentiel et intrinsèquement lié à l'offre que vous devez faire. Très bien. Bon, merci beaucoup Vincent. Je vois que le temps qui court et donc moi je vais prendre juste donc la fin de cette heure pour remercier Vincent chaleureusement de la part de Comet d'avoir partagé ces tendances ce matin. Merci aux 60 personnes, aux 65 personnes qui sont connectées ce matin. Merci aussi d'avoir accueilli Vincent chez elle dans l'agence Edelman ce matin. Et je donne la dernière parole à Martina qui va vous donner juste un petit résumé des événements futurs à venir chez Comment. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Vincent. Merci à toi, Matt, et merci à Comment pour m'avoir reçu aujourd'hui. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous partager juste les prochains événements Comment. Voilà, les prochains événements Comment. Le talk du 15, le talk numéro 15 qui soutiendra vendredi 28 mai à 9h sur la communication responsable, par où commencer, présenté par l'Axe RSE. Et le 4 juin, on aura un stand-up contre le harcèlement de rue où on apprendra à reconnaître et réagir à l'harcèlement de rue. Le stand-up sera présenté par Toutes Femmes, Toutes Communicantes, la Fondation des Femmes, L'Oréal Paris et l'ONG Olabac. On vous attend nombreux et nombreuses. Hop. Pour les prochains événements Comment, je vous invite aussi à regarder notre site comment.fr. Dans la section agenda, vous aurez les prochains événements des mois à venir pour mai, juin, mais aussi pour la rentrée. Merci à toutes et à tous. Merci à Vincent pour votre intervention et je vous dis à bientôt. Merci Martina. Au revoir. Au revoir.